Au cours précédent, nous avons abordé un sujet qui nous introduisait de plein pied dans la mondialisation. Il s'agissait du travail des mineurs amérindiens au XVIe siècle, et plus particulièrement au Mexique et au Pérou. Et vous avez montré que ce phénomène, ou plutôt ce travail de ces Amérindiens, n'avait pas été sans incidence, bien entendu, sur l'économie européenne à partir du XVIe siècle. Aujourd'hui, nous allons aborder non plus les Amérindiens, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique, mais nous allons aborder l'économie indienne. Quand je parle d'indienne, ici, je parle bien de l'économie des Indes orientales, c'est-à-dire de ce territoire que l'on appelle souvent un sous-continent et qui se trouve donc au sud du continent américain. Si j'aborde ce sujet, et vous l'avez compris dans mes cours, j'essaie toujours d'aborder des sujets qui nous permettent de comprendre le monde contemporain. Il ne s'agit pas d'étudier l'Inde pour faire exotique. Non. Quoique, je trouve qu'il est essentiel pour la culture générale d'avoir au moins de notions sur l'histoire universelle dans ses différentes composantes. Mais si je veux étudier ici l'économie indienne, c'est parce qu'elle participe, elle aussi, de cette première mondialisation qui va se développer au XVIe et, dans le cas précis qui nous intéresse, surtout au XVIIe siècle. Alors la période que je considère, je la prends de manière très large, débute au XIVe siècle et se termine au XIXe siècle. Il s'agit en fait d'un vaste cycle qui va faire basculer l'Inde, qui avait une balance commerciale positive vis-à-vis de l'Europe, dans son contraire, lorsque, dans le courant du XVIIIe siècle, il va y avoir inversion des flux financiers et que l'on va assister, si je puis dire, au sens moderne du terme, à la tiers-mondisation de l'Inde, puisqu'elle va devenir une colonie européenne et plus particulièrement britannique. Alors, pour commencer, je vais vous donner quelques éléments de chronologie, ça m'évitera de faire constamment des allers-retours vers le tableau de gauche, où j'ai repris un certain nombre de dates qui concernent l'histoire politique, mais surtout l'histoire économique et sociale de l'Inde. Et un certain nombre de ces dates sont moins connues, elles apparaissent moins dans les manuels d'histoire et c'est bien dommage. Ensuite, je vais vous montrer la carte géographique que j'ai préparée pour vous. Je n'y ai bien entendu repris que quelques éléments qui interviendront dans mon exposé. Bien, je vais peut-être commencer justement par cette carte. C'est bon comme ça? Voilà. Alors, ici, vous avez l'Empire moghol dans sa plus vaste expansion, c'est-à-dire à la fin du XVIIe siècle, vers 1687. Cet empire moghol, nous allons voir dans un instant, qui s'installe au début du XVIe siècle et qui va mourir au milieu du XIXe siècle. En tout cas, je parle de sa mort officielle, parce qu'il était en décadence, en désagrégation depuis bien longtemps. Alors, sur cette carte, j'ai repris, donc, vous avez la frontière de cet empire moghol, vous voyez qu'il couvre pratiquement toute l'Inde, sauf l'Inde du Sud, l'extrême sud
n'a jamais fait partie de l'Empire moghol. Il couvre la plus grande partie du Pakistan, puisque l'Indus, à l'heure actuelle, est le fleuve qui coule au milieu de ce pays. Il couvre également le Bangladesh. Donc on peut dire qu'en gros, l'Empire moghol, ce sont les Indes. À l'exception toutefois de la Birmanie, qui sera annexée plus tard par l'Empire britannique, et à l'exception également de Sri Lanka, qui est cette île qui se trouve ici au sud du sous-continent indien. J'ai repris le nom de deux régions qui apparaîtront à un moment donné dans mon exposé. D'une part, le nom de la région, de la province du Gujarat, ici, à l'ouest, qui est en fait la région la plus dynamique de l'Inde, à l'époque moghole, et j'ai repris aussi le nom de cette région très importante qui est le Bengale. En outre, j'ai indiqué le nom de la capitale des Moghols, Delhi, qui est, je vous le rappelle, l'endroit où se trouve la capitale de l'Union indienne actuelle. Et enfin, le nom de trois comptoirs essentiels que sont Bombay, on dit maintenant Mumbai, sous la côte ouest, Madras au sud-est, et Calcutta, donc, dans le delta du Gange et du Brahmaputra. Voilà. Qui sont des mégalopoles comprenant des millions et des millions d'habitants, hein, qui sont vraiment des très très grandes villes à l'échelle du monde. Alors, maintenant, nous allons passer à la chronologie. Voilà, pour fixer dans le temps quelques éléments qui permettront peut-être de mieux situer le contenu de mon exposé. Je vous ai dit que je partais du XIVe siècle et que je m'arrêtais à la fin du XIXe siècle. Alors, j'ai indiqué à gauche de ma ligne du temps le nom de trois empires qui se sont succédés, voire chevauchés partiellement en Inde. Tout d'abord, l'empire Vijayanagar, donc Vijayanagar, qui se trouve en fait dans le Décan. Je vous remonte sur la carte où se trouve le Décan. Le Décan, c'est cette région-ci, un plateau. Ça va, le Décan. Ensuite, alors vous voyez que cet empire se met en place vers 1336-46. Il existe parallèlement au sultanat de Delhi, que je n'ai pas mentionné parce qu'il ne va pas intervenir dans mon exposé, sultanat de Delhi, qui a été fondé au XIIe siècle. Alors, cet empire Vijayanagar date de 1336-46 et se termine donc en 1565, lorsqu'il sera battu justement par les Moghols. C'est sa fin définitive. Il dure donc, vous voyez bien, un peu plus de 2 siècles. 2 siècles, 220 ans, 230 ans. Voilà. Deuxième empire, vous avez l'empire moghol, qui se trouve, je dirais, au cœur de mon exposé en tant que cadre politique. Cet empire moghol est fondé par le conquérant Babur. En fait, les Moghols viennent d'Afghanistan, ils sont les lointains descendants des Mongols, et en fait, ils sont de religion musulmane, alors que la grande partie de la population de l'Inde est hindoue. Alors, il installe son empire en 1526, il ne règne qu'une dizaine d'années. Cet empire moghol disparaît au moment de la révolte des Sipahs en 1857-58. Alors, qui sont les Sipahs?
Les Sipais, c'était les soldats indigènes, donc indiens de l'armée britannique, de la Compagnie britannique des Indes orientales. À ce moment-là, l'empereur moghol n'a plus qu'un pouvoir très théorique. Il est le souverain légitime de la plus grande partie de l'Inde, mais entendons-nous bien, hein, le pouvoir impérial s'était désagrégé déjà depuis un siècle, et à cette époque-là, les souverains locaux, c'est-à-dire les vassaux de cet empereur, avaient repris une grande partie de leur autonomie. Sans parler des butoirs des Français et surtout des Anglais qui s'étaient installés depuis le XVIIe siècle en Inde. Alors, le deuxième souverain important de cette dynastie s'appelle Akbar, qui vit dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Il règne une cinquantaine d'années, donc ça règne assez long. Le troisième souverain, c'est Aurangzeb. C'est pratiquement le contemporain de Louis XIV. Il règne une bonne cinquantaine d'années, donc pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et alors enfin, troisième empire, l'empire britannique des Indes, qui est proclamé en 1877 et qui va faire de Victoria la reine d'Angleterre, l'impératrice des Indes. Cet empire va disparaître au moment de l'indépendance de l'Inde, évidemment, en 1948. Donc il y a maintenant une soixantaine d'années, plus de 60, 65. Voilà. Alors, du côté droit maintenant, j'ai indiqué en bleu un certain nombre d'événements importants qui sont liés à la colonisation européenne. En 1498, le navigateur portugais Vasco de Gama, et alors on va se retourner vers la carte, aboutit, après plus de 60 ans d'essais de la marine portugaise, arrive enfin en Inde. Il y avait des tentatives nombreuses qui avaient été faites donc depuis les années surtout 1440, à l'époque du prince Henri Navigateur, le prince portugais. Il y a eu des essais pour contourner l'Afrique donc et arriver aux Indes par le sud, et c'est seulement en 1498 que Vasco de Gama arrive enfin ici à Calicut. Je ne l'ai pas noté parce que ça ne doit pas vraiment intervenir dans mon propos. Ça va? Les Portugais sont essentiellement à la recherche des épices. Ça va? Comme les Hollandais plus tard. On va voir que les Anglais ont d'autres projets. Enfin, ils vont devoir trouver un autre créneau. Ce sera le textile. Voilà. Donc cette date de 1498 est essentielle. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, le canal de Suez n'existe pas, donc on doit encore faire tout le tour d'Afrique pour arriver en Inde. Le canal de Suez date de 1869-1870. Le Khedive, le vice-roi d'Égypte, qui est à l'origine de cette entreprise, avec des fonds britanniques et français, bien entendu. Bon, alors, deuxième date importante, 1600, création de la Compagnie britannique des Indes orientales, l'East India Company. En 1602, son équivalente, son homologue néerlandaise est créée. C'est la VOC. Donc c'est la Compagnie réunie des Indes orientales en néerlandais. Donc j'ai mis ici PU pour dire province unie. N'oubliez pas qu'à cette époque-là,
Hein, on ne dit pas les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est la Belgique, si je veux dire en bref. Donc ce sont les Provinces-Unies. Donc en irlandais, c'est Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ça va? Donc la compagnie réunie, parce qu'il y avait 5 compagnies à l'origine qui ont été fusionnées, des Indes orientales. Alors, en 1664, donc très tardivement, à l'époque de Colbert, donc de Louis XIV, la compagnie française des Indes orientales est créée. J'ai indiqué également le nom de 3 comptoirs fondés par les Britanniques et qui correspondent aux 3 grandes villes que j'ai mentionnées tout à l'heure sur la carte. Tout d'abord, 1640, le comptoir de Madras, 1674, le comptoir de Mumbai, 1690, le comptoir de Calcutta. Donc vous voyez en fait que ces très grandes villes sont très récentes, elles ne remontent pas au Moyen-Âge. Donc c'est au XVIIe siècle que ces villes vont naître, prendre de l'ampleur. Ce sont des villes donc très tardives. Ça va? Très tardives. J'ai mentionné également un certain nombre d'événements qui concernent la vie quotidienne des gens, parce que finalement, c'est bien beau de parler des empires, et c'est bien beau de parler des compagnies capitalistes européennes. La vie quotidienne des gens a malheureusement été marquée par des révoltes et par des famines. Alors, il y a eu de grandes révoltes paysannes dans le nord de l'Inde, au tout début de la période que j'étudie ici, entre 1332 et 1342. Et quand je dis grande rébellion, c'est à l'échelle de l'Inde, hein, du nord, donc c'est vraiment très très important. Je vous ai parlé tout à l'heure de la révolte des Sipahis, hein, qui met fin en fait indirectement à l'empire moghol, puisqu'il ne se révoltait pas contre l'empereur moghol, il se révoltait en fait contre les Britanniques, contre la compagnie britannique des Indes orientales. Et alors il y a comme famine, au XVIIe siècle, une grande famine entre 1630 et 1632 dans le Gujarat, en 1769-70, une grande famine au Bengale. À la fin de la période considérée aujourd'hui de 1866 à 1877, 2 grandes famines également en Inde, et enfin dans le sud de l'Inde, 2 grandes famines entre 1876 et 1878. Donc je vous remonte où se trouve le Gujarat et où se trouve le Bengale sur la carte. Le Gujarat, je vous ai dit que c'était une région extrêmement dynamique, et le Bengale que vous trouvez ici, une région très populeuse. Voilà, je crois vous avoir, avec cette carte d'une part et d'autre part, cette chronologie, avoir replacé un petit peu, je dirais, l'essentiel de ce qui est censé être des prérequis lorsqu'on aborde l'histoire économique de l'Inde, hein, sur les 6 siècles considérés ici. Quand je dis les 6 siècles, les 2 premiers siècles interviennent ici essentiellement comme introduction. En fait, ce dont je vais vous parler, c'est essentiellement du XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Pas vraiment les 2 siècles qui se trouvent ici, c'est-à-dire le XIVe et le XVe siècle. Voilà. Alors, nous allons donc développer le sujet. Développement. Alors, première période. C'est la période où l'Inde se trouve, ou possède plutôt, une balance positive de ces échanges. Autrement dit, c'est l'époque où l'Inde est créditrice en termes d'échanges.
Je parle bien ici, non pas sur le plan bancaire, je parle ici bien de la balance commerciale. La balance commerciale. Donc ça veut dire que l'Inde, pendant la période que je décris ici, vend beaucoup plus qu'elle n'achète. Et on va voir ensuite, il y aura une deuxième phase où l'Inde va acheter plus qu'elle ne vend à l'extérieur. Ça va? Ce sont les deux phases que je vais considérer. Alors, cette période-là s'étend du XIVe siècle au, je puis dire, au XVIe, voire au XVIIe siècle. Premier élément, le contexte. Contexte sur le plan démographique, tout d'abord. L'Inde, pendant la période que nous allons considérer, est une période où la population est très nombreuse. Il faut considérer qu'il y a entre 100 et 150 millions d'habitants en Inde. C'est une période aussi où l'Inde est prospère sur le plan économique. Je viens de vous le dire il y a quelques instants. C'est une période également où, du XIVe au XVIe, voire XVIIe siècle, malgré quelques famines importantes, période où l'agriculture se porte bien. Et elle se porte bien, pourquoi? Parce que, en particulier dans le nord de l'Inde, on bénéficie d'apports perses comme les norias. On bénéficie également d'une irrigation bien pensée des terres. Et vous savez, je n'arrête pas de répéter dans tous mes cours que jusqu'à la révolution industrielle, les différentes régions de la planète, à des degrés divers, mais sans aucun doute dans la même voie, sont des pays agricoles. Je vous ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, mais nous sommes à une époque où la terre est peuplée de paysans. Bien sûr, il y a des artisans, il y a des villes également, mais les paysans constituent, je dirais, l'essentiel et de loin de la population mondiale. Il faut considérer que c'est certainement 90% de la population mondiale à cette époque-là. Or, pour qu'un artisanat puisse se développer, pour que des gens puissent vivre dans les villes, il faut évidemment qu'il y ait des campagnes qui puissent leur fournir de quoi se nourrir. On ne peut pas imaginer de vivre dans une ville s'il n'y a pas des paysans qui travaillent la terre, que ceux-ci soient nombreux et produisent bien. Ça, c'est sûr. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, vous indiquez ici contexte démographique et contexte également économique marqué par une agriculture prospère. Voilà, ça c'est le substrat, je dirais, c'est la base. Deux maintenant. L'Inde, à l'époque qui nous intéresse, va bénéficier d'un certain nombre d'éléments favorables. Qui vont expliquer cette croissance économique. Alors, quels sont-ils? Il y a tout d'abord des innovations.
Alors une innovation qui peut vous paraître quelque chose de très archaïque, mais qui apparaît en même temps en Inde et en même temps en Europe, c'est le rouet, à partir du XIVe siècle. Instrument indispensable pour le filage. Il y a ensuite l'invention d'une technique qui permet d'imprimer des couleurs sur les tissus. Très très important. Parce que les Européens vont être très friands de ces indiennes, c'est-à-dire de ces tissus imprimés en Inde. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, et ça s'ajoute aux innovations, c'est qu'il y a une demande qui, avant d'être européenne, est avant tout une demande princière. En Inde même. Inutile de vous faire un dessin de ces fameux Rajas ou Maharajas extrêmement riches, prêts à dépenser beaucoup d'argent justement pour leurs vêtements. Dans le nord de l'Inde et à l'ouest de l'Inde, on produit essentiellement du coton. Tandis qu'à l'est, on produit plutôt de la soie. Alors, à côté de cet artisanat de type textile, qui emploie beaucoup de gens, et il faut savoir que les ouvriers sont spécialisés, il y a toute une série d'étapes par lesquelles passent les cotonnades, les tissus, avant d'être vendus. En fait, ce sont des marchands qui dépose la matière première chez ses ouvriers, chez ses tisserands, si vous voulez, et de proche en proche, les marchands vont rechercher ce qui leur a été demandé, ce qu'ils ont demandé à ces ouvriers du textile, apportent les produits après leur première étape chez un autre ouvrier spécialisé, et ainsi de suite. Il y a donc une chaîne, mais non pas dans une usine, parce qu'il n'y a pas d'usine à cette époque-là, il n'y a pas de fabrique au sens du XVIIIe ou du XIXe siècle. Ce sont donc en fait ces marchands qui sont des capitalistes, qui dominent la chaîne de production. Il y a donc division du travail avec une domination de ces marchands. Vous savez, à la même époque, en Europe, il y a aussi ce que l'on appelle des marchands, parce que les historiens appellent des marchands fabricants. Et d'ailleurs, pendant toute l'époque proto-industrielle. C'est-à-dire, ce sont des gens qui dominent la production, ils fournissent du travail à des gens qui travaillent à domicile dans les villages, ils leur apportent la laine, par exemple, ici je parle de l'Europe, hein, la laine est filée, et puis le marchand, dit fabricant, vient rechercher, et puis va la vendre. Mais donc, il y a une coupure entre la production et la vente directement des tissus. On peut dire que ce sont vraiment des capitalistes. Alors, à côté de la production textile, vous avez aussi la production de cuir, vous avez aussi la production, je dirais, de métallurgistes. Les métaux produits en Inde sont très demandés en Arabie et dans le sud-est asiatique. Alors, on va passer maintenant, je disais, élément favorable à la croissance. Oui. Élément suivant, 3, ce sera le développement d'un commerce interasiatique. D'un commerce maritime interasiatique. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ce qui est produit en Inde, en particulier,
particulier dans le domaine du textile, mais pas seulement, va intéresser des marchands, mais des marchands marins, qui viennent du Yémen, qui viennent d'Arabie, qui viennent de Perse, ou des marchands arabes aussi, qui circulent jusqu'en Indonésie, dans les îles de la Sonde. Et donc tous ces produits indiens sont exportés à l'extérieur. Il y a donc une demande extérieure à l'Inde qui précède la demande qui interviendra plus tard et qui viendra des Européens. Ça va? Donc c'est pour ça qu'on peut parler de mondialisation. Ce ne sera pas plus tard simplement un commerce entre les Européens et les Indiens. Il y a eu préalablement un commerce avec tous ces marchands marins arabes qui circulaient dans l'océan Indien. Les Chinois, les marchands chinois ont d'ailleurs essayé de s'imposer sur le marché en Inde, mais ils n'y parviendront pas. Alors, troisième élément, on va voir maintenant quelles sont les faiblesses de cette économie indienne. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des innovations, mais ces innovations, elles sont finalement peu nombreuses. Il y a une certaine stagnation, si vous voulez. Et c'est bien ce qui va faire la différence à partir du XVIIIe siècle avec les Européens, c'est que là, on va assister à ce mouvement, en Angleterre d'abord, mais pas seulement en Angleterre, dans le domaine des innovations technologiques. Dans le domaine du textile, en particulier. On va inventer des métiers à tisser, mécaniques, etc. Je vous rappelle l'invention de la machine à vapeur qui va connaître des progrès jusqu'au moment où James Watt va pouvoir en faire un instrument perfectionné qui permettra de produire à très grande échelle. Donc, première faiblesse, les innovations dont je vous ai parlé représentent finalement pas grand-chose. Ensuite, vous avez le fait que les investissements sont pratiquement nuls. En effet, en Inde, les marchands dont je vous ai parlé utilisent des techniques que l'on trouve en Europe déjà depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire des lettres de crédit. Ils utilisent des chèques. Tout cet argent circule rapidement, mais il n'est pas réinvesti. Or, vous savez que l'un des fondements du capitalisme est basé sur l'épargne. On ne dépense pas tout immédiatement quand on fait des profits. On garde une partie des bénéfices pour pouvoir réinvestir, éventuellement construire des bâtiments, ce que ne font pas les Indiens, investir dans ce qu'on appellera plus tard, ce qu'on appelle maintenant investir dans la recherche, pour avoir de nouvelles machines, de nouveaux outils, et bien ça les Indiens ne le font pas. L'essentiel, je veux dire, de la richesse vient du travail de ces pauvres artisans qui sont sous la coupe de ces marchands qui dominent le marché. Enfin, il faut savoir que la population va croître. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce chiffre déjà au XIVe et au XVe siècle de 100 millions, 150 millions d'habitants. On a calculé que dans le courant du XVIe et du XVIIe siècle, cette population aurait encore cru de 50%. Autrement dit, on serait arrivé même à 180 millions d'habitants en Inde au XVIIe siècle. C'est énorme. Il faut savoir que 180 millions d'habitants, ça correspond à 1/5 de la population mondiale. Vous ne trouvez pas que curieusement, ça ressemble un petit peu aux chiffres actuels? La proportion des Indiens dans le monde est pratiquement d'un cinquième à l'heure actuelle. Il y a 7 milliards d'habitants sur Terre, bon, ça augmente, donc on arrivera bientôt à 8 milliards, mais enfin, pour l'instant, c'est en gros 7 milliards d'habitants, et il y a 1 milliard 200 millions, 300 millions d'Indiens.
Donc vous voyez, c'est pratiquement 20% de la population aussi. Il n'empêche que cette population a cru malgré des famines que j'ai déjà mentionnées, par exemple la fameuse famine du Gujarat en 1630 et 132. Donc il y a eu des hauts et des bas, mais on serait arrivé quand même à un plafond, si vous voulez, non pas un plafond, mais en tout cas un sommet de 180 millions d'habitants. Alors c'est un plus et c'est un moins, donc c'est une faiblesse parce que cette population, c'est essentiellement une population de gens extrêmement pauvres qui consomment peu finalement. Quand je dis peu, ils consomment peu de produits de luxe. Bien entendu, ils consomment, mais ce qu'ils consomment, c'est essentiellement des produits de l'agriculture, des céréales. Et cette population ne parvient pas à se développer et donc ne peut pas constituer à terme un marché consommateur intéressant parce que les impôts sont extrêmement lourds. Il faut vous dire que la fiscalité à l'époque des Moghols, celle qui repose sur les paysans, est de 40 à 50%. C'est extrêmement lourd. Or, cet argent sert pour un certain nombre de dépenses qui sont liées, je dirais, à des dépenses d'un État qui veut construire des routes, on est bien d'accord, ou à une armée, bien entendu, mais il y a beaucoup de cet argent qui va disparaître dans des dépenses somptuaires, c'est-à-dire qui ne servent pas à grand-chose pour le développement du petit peuple. Mais ça va permettre, en revanche, et ça c'est l'autre aspect des choses, de permettre à ces marchands fabricants de pouvoir continuer, de pouvoir vendre aux cours princières et à la cour impériale en particulier des tissus extrêmement raffinés. Voilà. Donc vous avez compris qu'il y a des éléments positifs, il y a des innovations, il y a une demande, il existe un commerce maritime interasiatique, mais il y a un certain nombre de faiblesses qui constituent autant de barrages pour qu'il y ait un véritable décollage, ce que les historiens économistes appellent un take-off, comme on en parlera pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est un des historiens économistes anglo-saxon qui a utilisé cette expression qui s'appelle Rostov. Bon. Alors, maintenant, on va passer à l'autre pan de l'histoire économique indienne, c'est-à-dire le moment où, de créditrice, c'est-à-dire de l'époque où la balance des paiements était favorable à l'Inde, à une période où les choses vont se renverser. C'est l'époque de la domination des compagnies coloniales européennes. Cette période s'étend du XVIIe siècle et va jusqu'au XIXe siècle. Moment, je vous l'ai déjà dit, où la Compagnie britannique des Indes orientales, en 1557, va être supprimée au moment de la révolte des Sipay et va bientôt être remplacée par l'Empire britannique des Indes. Alors, on va voir ici quels sont ces compagnies. Je vous les ai cités déjà en introduction. Je ne reprendrai ici que l'East India Company, qui est créée en 1600, et qui va être en concurrence effectivement avec la Compagnie des Indes orientales néerlandaises et la Compagnie française des Indes orientales qui est créée beaucoup plus tard, en 1664. Alors, ces compagnies ont pour objectif de faire du profit. Ce n'est pas très original, ce sont des compagnies de type capitaliste. Ce sont des compagnies marchandes. Elles ne produisent pas, elles commercent. Elles achètent et puis elles revendent. Les Britanniques en particulier vont se dire que le créneau des épices
occupée par les Portugais au XVIe siècle, et les Hollandais avaient pris le relais, après les avoir battus, des Portugais, dans ce domaine spécifique des épices. Je vous ai dit que, enfin, je crois vous avoir dit que Ceylan, donc Sri Lanka, après avoir appartenu aux Portugais, va devenir néerlandaise avant de devenir un jour une colonie britannique. Les Néerlandais vont surtout se constituer un empire commercial sur les dépouilles de l'empire portugais en Inde, mais essentiellement en Indonésie, ce qu'on appelle l'Indonésie. Vous avez ce pays qui comprend 14 000 îles et où les Néerlandais vont, comment dirais-je, installer le cœur de leur empire commercial, de nouveau essentiellement dans le domaine des épices. Les Britanniques, eux, ils vont prendre un autre créneau qui est celui du textile. Il se fait que le textile était une des spécialités de l'Inde. Donc, que vont faire les Britanniques? Ils vont tout d'abord créer des comptoirs. Je vous les ai cités, ils créent des comptoirs qui ont l'exclusivité avec l'Empire indien, l'Empire des Moghals, de l'exportation, de l'achat et l'exportation des textiles. Ces comptoirs, ils apparaissent sur la ligne du temps. Il s'agit de Madras, il s'agit de Bombay et il s'agit de Calcutta. Donc, ces comptoirs britanniques, ces comptoirs commerciaux vont avoir l'exclusivité du commerce des textiles. En plus de cette spécialisation, les Britanniques vont être assez malins que pour diversifier leur production de textiles. C'est-à-dire qu'ils se concentrent dans un domaine, mais ce domaine, ils essayent d'en avoir presque un monopole, si je puis dire, en diversifiant leur production. Au XVIIe siècle encore, les artisans, et même au début du XVIIIe siècle, les artisans indiens produisent des textiles de très grande qualité. Mais il se fait que, au XVIIIe siècle, et encore plus au XIXe siècle, la mode change. Et ce qui intéressait les Européens, c'est-à-dire des produits exotiques, c'est-à-dire des tissus imprimés avec des motifs exotiques, les intéresse de moins en moins. Et à l'époque victorienne, au XIXe siècle, eh bien, il ne s'agit plus d'acheter ces tissus un peu bariolés qui avaient fait le succès justement des Indiennes précédemment. Les Indiennes, ce sont les tissus indiens. Et à partir de ce moment-là, et c'est là le paradoxe, si vous voulez, c'est pas le paradoxe, c'est l'histoire qui est faite de retournement, c'est qu'à un moment donné, ces produits indiens ne vont plus être achetés par les Anglais, et que grâce aux techniques nouvelles issues de la révolution industrielle, en particulier la fameuse machine à vapeur qui va permettre à ces métiers à tisser de fonctionner de manière mécanique et non plus grâce à l'intervention humaine, on va pouvoir en produire beaucoup plus en Angleterre et donc à moindre coût. Vous connaissez la loi de l'offre et de la demande, c'est évidemment les Anglais qui vont finir par emporter le marché. Il va y avoir un retournement de situation, de conjoncture, et ce sont les Indiens qui vont se mettre à acheter des produits anglais, parce qu'ils sont moins chers, bien que la main-d'œuvre en Inde défiait toute concurrence sur le plan salarial, si vous voulez. Les machines coûtent encore moins cher. Donc, vous voyez, ça nous fait, et c'est pour ça que je voulais étudier ce sujet avec vous aussi, ça nous fait un petit peu penser à l'heure actuelle, hein, non? On achète de plus en plus de produits qui viennent
d'Asie orientale, d'Asie du Sud-Est, parce qu'ils sont moins chers. Vous pouvez trouver des t-shirts à 5 € ici sur les marchés, mais s'ils sont à 5 € ici sur les marchés, je ne vous dis pas à quel prix ils sortent là-bas. Parce qu'entre-temps, il y a des intermédiaires, donc ils sortent à des prix tout à fait ridicules. Donc maintenant, on a le retour de flamme. Donc vous voyez que l'histoire n'est jamais écrite une fois pour toutes. Donc il y a d'abord eu les Indiens qui avaient inondé, si je puis dire, le marché jusqu'au 14e, plutôt au 16e, au 17e siècle, encore au début du 18e siècle, et puis deuxième moitié du 18e siècle, 19e siècle, retournement de situation, les flux financiers fonctionnent dans l'autre sens. Ce sont les Anglais, mais alors les Anglais, entendons-nous bien, ils achetaient la matière première en Inde, ils la transformaient en Angleterre, et puis ils la revendaient en Inde. Donc les Indiens étaient 2 fois pigeons. Mais alors quand je dis les Indiens, ce n'est pas seulement les Indiens, c'est le principe de la colonisation. Ça s'est passé comme ça en Afrique, ça s'est passé comme ça en Amérique latine. Hein. Ça va? Bon. Alors, donc vous avez d'abord noté exclusivité, spécialisation et diversification. Donc, spécialisation dans les textiles et simultanément et diversification de la production dans le domaine des textiles. Tout ceci conduit, et j'en arrive. Alors, en plus de ça, avant d'arriver à la conclusion, il y a aussi que les Anglais, progressivement, dans cet empire moghol qui est en train de se désagréger, et il ne faut pas toujours imaginer que les empires se désagrègent parce qu'il y a des invasions. Hein. Moi, quand j'étais à l'école primaire ou secondaire, c'est ce qu'on m'expliquait. Hein. La fin de l'Empire romain s'expliquait parce qu'il y avait les invasions germaniques. Mais non, la fin de l'Empire romain ne s'explique pas par ça. Il s'explique parce qu'il était en voie de désagrégation depuis le 2e, voire le 3e siècle de notre ère. La crise d'Empire romain remonte au 3e siècle. Et les Germains occupaient déjà de nombreuses fonctions, en particulier dans le domaine de la direction d'armée depuis le 3e et 4e siècle. La plus grande partie de la direction d'armée était aux mains de chefs barbares déjà dans l'Empire romain. Bien avant la chute de l'Empire romain, entre guillemets, en 476. Hein. Même chose pour l'Empire carolingien. Moi, j'ai encore appris que la fin de l'Empire carolingien s'expliquait par les invasions normandes. Hein. Mais non, la fin de l'Empire carolingien s'explique d'abord, je ne dis pas seulement, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès contraire, mais s'explique d'abord par une désagrégation, un morcellement du pouvoir central et par la prise, je dirais, de pouvoir par ceux qui étaient des fonctionnaires, les comtes, qui deviennent progressivement des potentats locaux. Et ça va être la naissance au 9e et au 10e siècle, et surtout au 10e siècle, des principautés territoriales. Donc vous voyez, il ne faut pas toujours essayer d'expliquer comme ça les chutes des empires par des invasions extérieures. Hein. Il faut essayer peut-être de comprendre ces phénomènes par des processus de déstructuration interne qui permettent peut-être la facilitation des envahisseurs hein, lorsqu'ils attaquent. Ça, c'est autre chose. Évidemment, pour eux, c'est plus facile, bien entendu. Mais ce sont des empires qui étaient déjà en voie de décomposition, en tout cas sur le plan politique, économique ou social. Donc ici, progressivement, les Anglais récupèrent le système fiscal des Moghols dès le XVIIIe siècle. Et donc, quand on dit que l'Empire moghol disparaît au milieu du XIXe siècle, mais non, la plus grande partie de la fiscalité de cet empire était entre les mains des Anglais ou de ces petits rajas qui vont rapidement être signés des traités avec les Anglais et devenir les vassaux des Britanniques, donc de la reine d'Angleterre, hein, qui va conduire à ce que l'Inde va devenir une colonie britannique. Donc vous pouvez noter ici que sur le plan fiscal, les richesses, ou plutôt, oui, les richesses en termes de métaux précieux, vont arriver dans l'escarcelle des Britanniques. D'autant plus que ce phénomène avait été
anticipée depuis le XVIIIe siècle par le fait que dans les échanges financiers, c'était l'or et l'argent indiens qui servaient à payer les textiles venant d'Angleterre à moindre coût, une fois transformés, parce que je vous dis qu'ils venaient quand même d'Inde à l'origine. Ça va? Alors, conclusion. Je crois que ça pas manquer davantage. Conclusion. Ce que moi, j'ai voulu vous montrer, c'est que l'histoire économique répond à des lois générales qui sont liées à la conjoncture internationale, à l'histoire politique quand même, parce qu'il ne faut pas l'évacuer complètement dans ce domaine-là, et surtout liées aux structures sociales des différents pays. Le capitalisme se développe, ou plutôt connaît un coup d'accélération en Europe à partir du XVIe siècle, et nous l'avons vu la semaine passée, le rôle que l'arrivée des métaux précieux d'Amérique a joué dans cette conjoncture. Ce que j'ai surtout voulu vous montrer, c'est l'inversion des flux financiers qui vont faire que l'Inde, qui était constituée d'un empire, et puis, lorsque celui-ci se morcelle, de royaumes pratiquement autonomes, même si officiellement ils sont toujours vassaux de l'empereur moghol, et bien que l'inversion des flux financiers va conduire à ce que l'Inde, qui était un pays économiquement prospère, va tomber sous la coupe des Britanniques dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Je n'ai pas eu l'occasion de vous parler de la lutte entre les impérialismes français et britanniques, ça m'aurait pris trop de temps. On peut, pour être très bref, je peux peut-être dire que tout se joue, je dirais, pendant la guerre de 7 ans, entre 1756 et 1763, vous pouvez peut-être ajouter dans votre ligne du temps, donc je répète, 1756-1763, c'est la guerre de 7 ans, qui est en fait la première guerre mondiale. En fait, pour l'instant, plutôt on commémore la première guerre mondiale 1914-1918, puisque nous sommes dans l'année du centenaire, en 2014 aujourd'hui. Mais en fait, la première guerre mondiale, c'est celle qui oppose les Britanniques et les Français. Quand je dis guerre mondiale, que faut-il entendre par là? Il s'agit de l'opposition entre deux impérialismes sur 3 continents. Quand je dis sur 3, sur 4 continents. En Europe, bien entendu, en Amérique, parce que c'est au lendemain de cette guerre de 7 ans, après 1763, que la France perd le Canada, le Québec, hein, qui était important pour, je dirais, l'exportation de fourrure. Terre-Neuve aussi, parce que Terre-Neuve était une région très importante pour la pêche de la morue. La France va perdre également au Sénégal, donc en Afrique. N'oubliez pas que le Sénégal peut partir, en tout cas une partie, en tout cas de l'île, en particulier de l'île de Gorée, au large de Dakar, que partaient ces fameux esclaves africains qui permettaient de travailler dans les plantations françaises des Antilles. En Inde, parce qu'en Inde, les Français et les Britanniques se battent également. Duplex, D-U-P-L-E-I-X, va être battu par les Anglais, par Clive, C-L-I-V-E. De la même manière qu'au Canada, au Québec, c'était le marquis de Montcalm, M-O-N-T-C-A-L-M, qui avait été battu par les Britanniques.
Finalement, les Français vont quand même garder peut-être ce qui, à leurs yeux, était l'essentiel, c'était les Antilles, parce que les Antilles produisaient du sucre. Et le sucre, c'était sans doute ce qui était le plus important pour les Français. La consommation de sucre était très très importante, et donc c'est ce qui explique le maintien de l'esclavage aussi tardivement et qui ne sera définitivement supprimé, vous pensez bien, qu'en 1848. Par Victor Schœlcher. Schœlcher. Facile à retenir, Schœlcher. S-C-H. L, S-C-H, L-O-E, L-C-H-E-R. Schœlcher. Alors, inversion des flux financiers, et alors moi je mettrais naissance d'un pays du tiers-monde, ou tiers-mondisation de l'Inde. Maintenant, si on veut prendre encore plus de recul que je n'ai fait jusqu'à présent, on peut dire qu'il y a eu 3 grandes phases dans le 2e millénaire de notre ère dans l'histoire de la colonisation. Une première colonisation au 11e, 12e siècle, qui est la colonisation d'Europe par les Européens eux-mêmes. Ben oui, figurez-vous que c'était la première colonisation. Au moment des grands défrichements, il y avait plein d'espaces vides. C'est à ce moment-là, au 11e ou 12e siècle, que les paysans vont coloniser l'Europe, qu'en Belgique, en France, qu'en Allemagne, partout, on va commencer à grignoter sur les forêts, qu'on va éclaircir les forêts. En fait, il s'agit d'une véritable colonisation. C'est à ce moment-là aussi que devant l'excès, ce boom démographique, on va partir en Palestine, c'est le moment des croisades, et qu'il va y avoir la conquête par les Allemands, l'expansion à l'est des Allemands. Il va y avoir les fameux chevaliers teutoniques, par exemple, hein, les conquêtes sur les Slaves. Deuxième phase, deuxième grande phase de la colonisation, celle qui commence au XVe siècle avec les Portugais, et qui connaît toute son ampleur chez les Portugais et surtout chez les Espagnols au XVIe siècle, avec prolongation au XVIIe siècle avec les Anglais, les Français et les Néerlandais, et enfin troisième phase, troisième grande période de colonisation, c'est le XIXe siècle, deuxième moitié du XIXe siècle, la colonisation d'Afrique. Ça va? Donc vous retenez, 11e, 12e siècle, colonisation de l'Europe par les Européens eux-mêmes. Deuxième phase, colonisation des Amériques et de l'Asie à partir du 16e, 17e siècle. Et troisième phase, colonisation de l'Afrique dans la deuxième moitié, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ce sont les 3 grandes phases de l'histoire de la colonisation. Voilà. Donc vous voyez que l'histoire est faite. Mais tout ça, ça s'inscrit dans la même histoire. Et c'est ça que je voudrais que vous reteniez. C'est qu'il ne faut pas étudier les chapitres les uns après les autres et prendre un manuel scolaire comme si tous les chapitres étaient des tiroirs. Ce qui est intéressant, c'est de voir les liens. Et encore, ici, j'ai parlé de la colonisation dans le 2e millénaire. J'aurais pu remonter à la colonisation de la Méditerranée, d'abord par les Grecs, hein, les Phéniciens, bien sûr, les Grecs et le Moyen-Orient à l'époque d'Alexandre le Grand, hein, et puis la colonisation de tout l'espace méditerranéen par les Romains. Vous voyez, j'aurais pu remonter encore plus loin. Alors, voilà. À ce moment-là, on fait l'histoire universelle et je n'ai pas le temps de faire tout ça. Il me reste à vous montrer quelques ouvrages maintenant. Alors, un ouvrage général qui s'intitule Atlas de l'Inde, publié par les éditions Le Fanal. Alors cet ouvrage est surtout utile parce que vous y trouvez du texte bien sûr, mais vous y trouvez de nombreuses cartes. Je prends une carte ici par hasard, enfin il y en a dans tout le volume. Vous voyez, vous avez de très nombreuses cartes sur l'Inde qui peuvent vous aider à préparer vos cours. Hein. Vous en avez partout comme ça. Bon, enfin bon, encore une ici par exemple. Ah, et ce sont ces cartes-là qui m'ont aidé à présenter cette carte très simplifiée. Alors, un ouvrage relativement récent, puisqu'il date de
2007, un ouvrage dû à Éric Paul Meyer, Une histoire de l'Inde, les Indiens face à leur passé, publié chez Albin Michel. Alors, c'est un professeur émérite à l'Institut national des langues orientales à Paris. Alors, il y a un chapitre sur lequel je me suis particulièrement basé, j'aime autant citer mes sources, c'est le chapitre 8, qui s'intitule « L'Inde, atelier du monde, apogée et déclin ». Ce chapitre comprend 3 parties, l'expansion économique médiévale, la mondialisation de l'économie indienne et le débat sur le déclin économique de l'Inde. Voilà, donc ouvrage très précieux. Alors, je me suis servi également du tome 3 de ce monument publié par Fernand Braudel en 1979, Civilisation matérielle, économie et capitalisme 15e-18e siècle, puisque j'ai essayé de faire le lien entre l'Inde et, je dirais, les puissances marchandes européennes de l'époque. Ce tome 3 s'appelle « Le temps du monde ». Voilà, et je me suis servi, alors je vais essayer de retrouver les pages, parce que ça vaut vraiment la peine. Alors, voilà. Donc c'est un chapitre qui commence à la page 417 et qui se termine à la page 460. Alors, ce chapitre s'intitule « La plus étendue des économies mondes, l'Extrême-Orient ». Alors, vous avez dans ce chapitre, je vous lis le titre de certaines parties, l'Inde conquise par elle-même, comptoir, factorerie, loge, comment saisir l'histoire profonde d'Extrême-Orient, les villages indiens, les artisans et l'industrie, un marché national, le poids de l'Empire moghol, les raisons politiques et extra-politiques de la chute de l'Empire moghol, le recul de l'Inde au XIXe siècle, et enfin l'Inde et la Chine prises dans une super économie monde. Voilà, donc chapitre très très important aussi. Et enfin, dans le tome 3 de l'histoire économique et sociale du monde, qui s'intitule Inertie et révolution 1730-1840, chez Armand Collin, j'ai utilisé le chapitre suivant, je le retrouve maintenant, oui, c'est le commerce des Indes après la guerre d'Amérique, fin du temps des compagnies, le commerce neutre dans l'Inde à la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Donc je m'en suis servi également. L'avantage des 2 derniers ouvrages que je viens de vous monter, c'est qu'ils permettent de replacer le sujet considéré aujourd'hui dans l'histoire économique mondiale et donc d'avoir un point de vue, je dirais, qui ne soit pas partiel et donc partial. J'ai dit.